Bonjour, merci de participer à cette petite keynote qui est un petit peu particulière, qui est en lien direct avec la conférence que vous avez vue juste avant sur le numérique responsable au sein des organisations. Là, on va être sur l'application de la réglementation générale d'éco-conception des services numériques, on ne peut pas faire plus long, au sein des organisations. Alors déjà, un petit peu de contexte. Donc, moi, je travaille chez IMSA. IMSA, donc, c'est un petit peu la DSI de la Mutualité Sociale Agricole. Donc, on représente 1000 salariés répartis sur 19 sites en France. On sert 16 000 agents en caisse, 5 millions d'adhérents. Et tout ça autour de 400 services en ligne, autant de data centers, de données. Donc, autant vous dire que chez nous, l'informatique, c'est quelque chose de primordial. Et en même temps, on ne le fait pas pour rien. Donc on est un organisme de protection sociale et on est le second organisme de protection sociale en France. Voilà, ça c'est un peu pour le contexte, pour vous expliquer pourquoi on parle vraiment des organisations et des administrations ici. Alors, pourquoi on a fait un livre blanc? Donc déjà, il faut savoir que l'IMSA vient d'être labellisé par l'INR en entreprise. Donc elle a le label numérique responsable de niveau 1. On veut aller vers le niveau 2 et on s'est aperçu que pour aller vers le niveau 2, on était obligé de passer sur la phase d'éco-conception de nos services et pas seulement d'intégrer le numérique responsable à l'intérieur de l'institution, mais aussi de voir tout ce qu'on produit, parce qu'on est intégrateur, développeur, hébergeur, donc tout ce qu'on produit soit aussi labellisé numérique responsable et la démarche d'éco-conception rentre là-dedans. À côté de ça, on travaille avec tous les organismes de protection sociale. Et ces organismes de protection sociale mettent en place un schéma directeur sponsorisé par la sécurité sociale, donc tout en haut. Et IMSA était donc missionné pour voir comment on mettait en application la réglementation générale. C'est-à-dire, en gros, il y a une réglementation générale qui a été pondue par des ministères et maintenant, on est face à ça et on se dit comment on va travailler sur ça. Étant donné que chez IMSA, le studio d'expérience utilisateur était déjà sur l'application du RG2A, donc l'accessibilité numérique dans les administrations, de manière naturelle, on nous a dit prenez aussi l'éco-conception, on verra bien ce que ça va donner. Donc du coup, je continue dans le contexte. Donc le numérique responsable, c'est l'application de la loi Rennes pour les organisations. Le RGESN s'inscrit dans toute cette démarche. Ce que ça vise à faire, l'éco-conception, ça vise d'un côté, on a la consommation de tout ce qu'on va faire, le matériel, donc ça va être plutôt le numérique responsable. Et ensuite, on va voir plutôt la conception des outils numériques. Et là, on va vraiment s'intéresser à l'éco-conception et donc à réduire l'impact lors de l'usage des services, ce qui est un petit peu différent. Donc il y a une démarche vertueuse derrière tout ça. Donc sur la slide d'avant, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, mais on parlait des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Le but, c'est vraiment ça. Donc c'est pour rentrer en fait dans ces objectifs de développement durable, qui peuvent être la faim, lutter contre la précarité, la faim, etc. On est dans une démarche responsable aussi au niveau de nos services numériques. Organismes de protection sociale, on est donc aussi clairement dédié à tout ça. Donc on veut lutter contre l'obsolescence logicielle et matérielle par le biais de l'éco-conception. On veut réduire les besoins, ça c'est très important aussi. Favoriser tout ce qui va être l'inclusion numérique, parce que là, justement, juste avant, on nous parlait beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'électronisme aussi en France. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser un matériel. Et l'éco-conception va viser ces populations fragiles. Et tout ça nous amène aussi à nous questionner sur la résilience des systèmes d'information, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire demain si on débranche la prise et que nos systèmes d'information ne fonctionnent plus. Il faut aussi se poser la question de ça, donc par une analyse du cycle de vie global, aussi de nos services. Donc le RGESN pour nous, c'est avant tout de la conception responsable à tous les niveaux de l'entreprise. Si on rentre un petit peu plus rapidement sur quoi porte la réglementation, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de catégories, donc ce sont 9 catégories, 78 critères, conformes, non applicables selon le service numérique. C'est porté par l'ARCEP et l'ARCOM en collaboration avec l'ADEME, la DINUM, la CNIL, l'INRIA, mais originellement ce sont des travaux de l'Institut du numérique responsable. Donc c'est assez complexe, c'est très vague, et donc du coup on se demande par quoi on va commencer. Donc, si on veut commencer par quelque chose, il faut comprendre que déjà on est dans un paradoxe numérique. On vit en ce moment une révolution technologique et une révolution écologique qui se font face, qui pourront dans les années à venir travailler ensemble, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas. Donc on va nous demander de numériser de manière massive des services numériques pour tout le monde, et de l'autre côté, on nous dit attendez, il faut freiner, il faut faire des choses plus frugales, etc. Ça n'a aucun sens, c'est donc un paradoxe.
Donc on rentre dans de l'éco-fiction, hein, on se dit ben, attends, on va pouvoir dissoudre 50 ans d'obésité numérique comme ça en claquant des doigts, c'est pas vrai du tout. C'est même très dangereux de penser ça, donc il faut être conscient de ces choses-là. Et aussi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pour les générations à venir. Et ça, l'éco-conception va nous permettre aussi de nous repositionner globalement sur pourquoi je rends un service, qu'est-ce que je vais faire avec ce service, qu'est-ce que les gens vont faire de ce service, et donc on s'intéresse à l'impact systémique de l'usage et de ce que je produis. Donc quelques petits rappels très rapides. On éco-conçoit un acte métier, un service, et pas un site web ou une application. On analyse les choses de manière globale. On analyse le cycle de vie. Juste avant, ils l'ont dit, sans ACV, rien n'est possible. Et le meilleur déchet sera toujours celui qu'on ne crée pas. Donc vous n'êtes pas seul aussi quand vous allez dans une démarche éco-conception. Il y a déjà le RSE, le RSO, il y a déjà la communication de l'entreprise qui sont impactés, il y a déjà les services informatiques, l'hébergement. Donc vous n'êtes pas seul. Donc il vous faut fédérer une communauté, c'est extrêmement important. Ensuite, il vous faut donner un cap agile. On parle d'administration, d'organisation. Ces personnes travaillent sur des années, on budgète sur des années. Sauf que nous, on a besoin d'avoir des choses qui sont très rapides. On a besoin d'avoir des caps qui sont des petits pas. On a besoin d'intégrer une vision agile à tout ça pour aller vers de la réduction d'impact progressive. Une fois qu'on a une stratégie, une fois qu'on a une vision, là, on peut auditer, on peut mesurer. Ça ne sert à rien de mesurer avant, on ne sait pas où on va. Donc on mesure quoi? On se dit je suis là, mais on ne sait pas où on est en fait. Donc le fait d'avoir une vision, on se dit je vais aller gravir cette montagne là-bas et je vais mettre tant de temps pour y arriver, ou je vais mettre tant d'efforts pour y arriver, avec des efforts qui vont être progressifs, qui vont être dans une vision lean et agile. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à mesurer où on est, qu'est-ce qu'on a comme chaussures aux pieds, etc., pour aller gravir cette montagne. Mesurer aussi, c'est dangereux, ça peut aussi, si on le fait trop tôt, ça peut défavoriser en fait toute la démarche. C'est-à-dire qu'on va avoir trop de défaillances, on va avoir trop de problématiques. On prend les choses dans une globalité trop importante, donc on se désespère en fait quand on voit la montagne à gravir. Au contraire, on peut aussi avoir des résultats inattendus qui sont plutôt bénéfiques et positifs. Donc ça, on l'a vu aussi quand on a fait certains audits. Une fois qu'on en est là, pour les organisations, donc ce qu'on doit faire quand on doit appliquer le RGESN, on doit la rédiger cette déclaration et on doit la mettre transparente. C'est-à-dire qu'il faut que le grand public puisse y avoir accès. Donc on a mis une stratégie, on a audité et maintenant on a la capacité de diffuser et de mettre des plans d'action. Là, on a un autre paradoxe aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a des plans d'action qui sont prévus sur 2 ans, sauf qu'on veut mettre en place une stratégie des petits pas. Donc du coup, il faut bien se rendre compte de ce qu'on veut faire. Donc pour ça, on va avoir besoin quand même d'un certain nombre de clairvoyance. En fait, on a besoin d'être vraiment appuyé par les directions générales sur ça, qui vont nous donner des caps avec lesquels on va pouvoir travailler au sein d'une communauté. Les communautés de pratique sont super importantes dans ces choses-là parce qu'on va fédérer un certain nombre de personnes qui sont dans des métiers très très différents, mais vers un objectif commun. Quand vous avez fait ça, vous avez atteint la première marche du podium, vous avez la transparence, vous avez la déclaration au niveau de l'État, vous êtes tranquille là. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place des actions. Voilà. Le RGESN, aujourd'hui, on en est là. Donc demain, on passe à l'action, hein, bien sûr, parce que on ne veut pas rester juste sur une déclaration. C'était le cas sur l'accessibilité. Donc on s'est contenté d'une accessibilité à 70%, 60%, 80%, etc. On peut faire le pendant avec ça. Le RGESN a fait du retour d'expérience sur ces choses-là et s'est dit, non, en fait, il faut quand même aussi que tout ça, ça soit accompagné d'un plan d'action solide. Donc, nous, ce qu'on propose aussi chez IMSA, et donc ça va être notre première phase vraiment d'action concrète, ça va être de constituer un groupe de pilotes. Donc on va constituer un groupe de pilotes avec de la direction générale, de la direction de la communication, du RSE et des représentants de chaque métier qu'on va former expressément à cette thématique, de manière à ce qu'ils puissent travailler et parler le même langage. Super important, le langage aussi. Une fois qu'on a fait tout ça, bien évidemment, après, selon comment vous êtes orchestré dans votre entreprise, à l'agilité ou pas l'agilité, etc., vous pouvez mettre en place une feuille de route avec un certain nombre d'actions dans le temps et ne pas hésiter justement à se faire accompagner de prestataires qui sont spécialisés à ce niveau-là. Il ne faut pas croire qu'on sait tout faire. C'est pas parce qu'on est formé, on sait tout faire. Les prestataires qui sont sur les domaines aujourd'hui de l'éco-conception le sont depuis 10-15 ans. Ils sont déjà là-dedans. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on a pris conscience. Donc, il faut se servir des compétences là où elles sont, des expertises là où elles sont. Et surtout, transgresser aussi le côté... Le côté des entreprises, d'ailleurs, dans le numérique responsable et dans l'éco-conception, vous verrez que les prestataires sont collaborateurs ensemble. Ils ne se mettent pas en compétition. C'est assez rare de voir ça, surtout dans les domaines IT. Ok, ensuite on a plusieurs autres bonnes pratiques qu'on peut mettre en place aussi. Donc déjà on sensibilise, on forme, on utilise la communication pour aller toujours plus loin.
On va essayer de déceler des ambassadeurs, des personnes qui ne le savaient pas, mais qui font déjà de l'éco-conception sans s'en rendre compte, parce que l'éco-conception, c'est quand même beaucoup de bon sens. Hein. On revient vers le cœur du produit, on revient vers le cœur des usages. On ne développe et on ne met en place que ceux dont les gens ont besoin, et on essaye de freiner justement la course à la technologie, qui justement va un peu, qui va s'emballer dans les prochaines années. Une chose super importante aussi, il faut embarquer la sécurité. Pourquoi ? C'est pas parce que la sécurité va nous aider à éco-concevoir. Hein. D'ailleurs, ils nous aident déjà à éco-concevoir parce qu'ils disent souvent le holà sur beaucoup de choses. Mais c'est surtout qu'en fait, la sécurité informatique va s'apercevoir du retour sur investissement au niveau de l'éco-conception. C'est-à-dire moins de data, une meilleure stratégie liée à la donnée, des produits qui ont une analyse de cycle de vie, qu'on peut tuer, qu'on peut faire naître, qu'on peut faire grandir. La sécurité, ils vont adorer ça. Ensuite, on va élaborer aussi un retour sur investissement. Alors l'investissement, il n'est pas seulement financier, il faut arrêter ça aussi, même si on a besoin de financement massif pour embarquer l'intégralité de l'organisation dans la démarche, et c'est normal, c'est comme toutes les nouvelles choses, on a besoin de financer au départ. Par contre, le retour sur investissement, il va être donc financier, parce qu'on va faire moins de choses, on va les faire mieux, on va avoir moins de données à structurer, on va avoir plus de sécurité informatique qu'on va pouvoir mettre en place, donc on va vraiment sécuriser tout ça, et on va aussi améliorer sa marque employeur. Est-ce que les jeunes de demain vont préférer travailler dans une entreprise qui est responsable, ou est-ce qu'ils vont préférer travailler dans une entreprise qui détruit la planète, et surtout qui fait tout ça sans aucune responsabilité, et en mettant la responsabilité sur les gens, les consommateurs. Et ensuite, il y a aussi une satisfaction usager, parce que bien évidemment, nous on a des adhérents, je l'ai dit, on a 5 millions d'adhérents. S'ils arrivent à accéder plus rapidement aux services, et seulement les services dont ils ont besoin, et que ces services-là en plus sont d'une excellente qualité, parce qu'on a éliminé toutes les choses parasites autour, on va augmenter la satisfaction. Et ça, on va nous en remercier un jour ou l'autre. Donc les clés du succès, pour terminer rapidement, donc la conception responsable, vous voyez là je ne parle plus trop de RGESN, je parle vraiment de conception responsable parce que c'est vraiment ça, il faut vraiment se responsabiliser à tous les niveaux, on a un impact sur la société, on a un impact en tant que consommateur, on a un impact en tant qu'acteur quand on travaille dans les organisations. C'est aussi, vous saurez que vous aurez gagné quand la conception responsable sera un indicateur de la qualité de votre produit informatique. Tant que ce n'est pas un indicateur, tant que ce n'est pas un marqueur, au même terme que l'accessibilité, mais l'accessibilité est intégrée dans la conception responsable, du coup, on monte d'une échelle, on monte d'un échelon. Il vous faut absolument identifier ça dans votre flux de fabrication. C'est un indicateur fort, comme l'expérience utilisateur, comme la data, comme toutes ces choses-là. Le temps de réponse d'un serveur, par exemple, ou des choses comme ça. Et vous saurez que vous aurez gagné aussi à partir du moment où vous n'aurez plus à inciter d'efforts. En fait, ça va faire partie de l'ADN de l'entreprise. Les questions ne se poseront même plus. Dans vos personas de conception, par exemple, la notion d'éco-anxiété ou d'éco-responsabilité chez les personnes qui vont utiliser vos services sera parfaitement intégrée. Parce qu'elle est parfaitement intégrée aujourd'hui chez les individus. Aujourd'hui, tout le monde, quand il va acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, etc., se pose la question. Demain, il se posera la question quand il va utiliser votre service. Est-ce que le service que j'utilise, il est éco-responsabilisé? Est-ce qu'il est éco-conçu? Oui ou non? Et à partir de là, voilà, vous aurez trouvé tout ça. Et je vous remercie pour votre écoute et surtout votre lecture parce que j'ai mis plein de mots, c'est fait exprès, pour ceux qui sont à distance.